Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Euronext? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie ici, je pense que c'était au mois de février 2022. Donc, par rapport à l'analyse qu'on avait effectuée ici, on était aux alentours de 75-76 euros par là. OK? Donc, c'était une belle entreprise, mais le prix était juste au mieux correct. OK? Donc, là, à cette période-là, je pense que l'entreprise cotait aux alentours des 82 dollars l'action. So, aujourd'hui, on va essayer de faire une mise à jour par rapport aux informations qu'on a présentement. Donc, entre-temps, l'entreprise a fait une acquisition. En tout cas, elle est en train d'intégrer l'acquisition de la Borsa d'Italia. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. So, déjà, il faut comprendre que Euronext, si vous êtes investisseur sur les marchés européens, Euronext est incontournable. Qu'importe les transactions que vous allez effectuer, que ce soit lever de la dette, les dérivés, que ce soit les IPO, vous allez payer une commission à Euronext. C'est un peu comme un péage, d'accord? Si vous voulez passer, vous êtes obligé de payer, d'accord? Dans les deux sens, ok? So, dans tous les cas de figure, il faut comprendre qu'une partie de son activité est liée au volume de transactions. D'accord. So, elle essaye maintenant de se transformer vers une entreprise qui a plutôt des revenus récurrents, notamment avec la vente de données, etc., les services, etc. So, il faut voir que quand les marchés sont très volatiles, enfin, dans le sens où quand les marchés sont très optimistes, vous allez voir qu'elle va faire beaucoup d'argent. Donc, notamment avec les IPO, le lever de la dette, etc., elle va faire beaucoup d'argent. Mais quand les marchés sont à peu près, voilà, quand ils sont pessimistes, etc., il y aura moins d'argent présentement. C'est un peu la même chose avec les compagnies comme BlackRock, etc. Mais de l'autre côté, c'est le meilleur moment d'acheter ce genre de compagnie. Parce que vous allez voir que généralement, ils sont surévalués tout le temps. Donc, aujourd'hui, par exemple, on va essayer de regarder ce que pense Euronext. Moi, je ne m'inquiète pas par rapport à la pérennité de cette compagnie-ci. Le plus difficile, par exemple, c'est la croissance. D'accord? Dans ce secteur, c'est la croissance essentiellement par acquisition. Et il faut absolument qu'il y ait un bon management pour que ces acquisitions-là continuent, pour faire de bonnes acquisitions, bien sûr. So, alors, on va aller très rapidement. D'accord. Donc, j'ai fait un survol ici des rapports financiers du second semestre ici. Donc, du premier semestre ici, ils sont à peu près corrects. OK. C'est dans la tendance de ce à quoi on pourrait s'attendre ici. Les analystes également relèvent leurs prévisions, etc. So, quand on prend ici le revenu attendu en 2022, ici, selon les analystes, faites attention, d'accord. Et il faut ici voir que c'est une compagnie qui peut à peu près, qui a à peu près des revenus récurrents. Donc, il y a de grandes chances qu'ils aient à peu près le revenu estimé ici. OK? So, les analystes ici pensent que d'ici 2022, on aura à peu près 1 milliard 480, donc presque 1 milliard 500 par là. So, je vais prendre 1 milliard 500 ici et vous voyez ici qu'il y a une légère croissance. On va prendre ici par exemple d'ici 2026, ils s'attendent à 1 milliard 70, donc 1,7. D'accord? Pas 1 milliard 70, excusez-moi. 1 milliard 700 millions, d'accord? Donc divisé ici par 1,48, ça nous donne ici ça, donc exposant 0,25, donc 4 ans, parce que vous avez 1, 2, 3, 4, donc 0,25, 4 ans, ça fait ici 3,5%. C'est à peu près dans la fourchette entre le management, ça atteint une croissance entre 2 et 4% par là sur les années à venir. En tout cas, je pense que jusqu'à 2025, 2026 par là, parce qu'ils ont sorti leur plan stratégique. Je vous invite également à aller le lire sur le site web de la compagnie ici. So, je prends 1 milliard 500, donc sans croissance, ok? 1 milliard 500. Bon, donc, ce qu'on devrait attendre d'ici le 31 du mois de décembre 2022. Ok? So, je mets ça là. Parfait. 1,5. Maintenant, la croissance, je mets que 0, mais sachez ici qu'il y a de la croissance. D'accord. Donc, la croissance estimée dans le futur par rapport à la stratégie du management est de l'ordre de 20% par là. OK, excusez-moi, est de l'ordre de 2% en minimum. OK, entre 2 et 4%. So, ça peut arriver comme pas du tout, mais il y a de fortes chances que ça arrive également. Donc, au niveau des free cash flow, il faut comprendre une chose. Le management a un objectif de marge EBITDA de 60%. Et quand on parle de marge EBITDA, sachez que si la marge EBITDA augmente, il y a de fortes chances également que le net income augmente. Si les charges n'augmentent pas, donc si les charges restent à peu près les mêmes. Alors, quand on prend ici les prévisions des analystes par rapport aux marges, vous allez constater une chose. Actuellement, nous avons des marges de près de 35%. OK? Normal, des marges de 35%. Et vous allez voir ici que les analystes s'attendent à voir à peu près quelque chose en tout de 50% dans les années à venir. Donc, sachez que c'est possible, notamment parce que les marges nettes auront tendance à
les marges EBITDA auront tendance à augmenter. En tout cas, selon les prévisions des analystes, ils s'attendent, selon les prévisions du management, c'est la stratégie visée. 60% de marge EBITDA. Et on ne parle pas encore, ils n'ont pas parlé ici de free cash flow, bien de net income. Donc, c'est également à prendre avec des pincettes. OK? Donc, ce que moi je vais faire, je ne vais pas essayer d'être trop optimiste sur cette compagnie ici. Je vais prendre des marges nettes, ce qu'on a déjà eu à voir ici par le passé. OK? Au moins, je sais que on s'attend à quelque chose de plus que ça. Si ça arrive, tant mieux. D'accord? Si ça n'arrive pas également, j'aurais payé quelque chose qui est dans la moyenne. D'accord? Vous voyez ici que sur les 5 dernières années, on a à peu près 34,56% ici. Donc, sur les 3 dernières années ici, on est à 33,50. Donc, je vais prendre 35% juste pour arrondir les choses ici. De toutes les façons, je reprends la dette. Donc, je suis toujours moins optimiste que le marché en général. So, 35% de marge bénéficiaire. Vous connaissez combien d'entreprises qui ont 35% de marge bénéficiaire? Pas beaucoup, n'est-ce pas? So, là, ce sont les marges que vous allez généralement retrouver dans les compagnies de luxe. J'aime ce genre d'entreprises ici. Elles sont indispensables pour la bonne marge, la bonne marche du marché, des marchés financiers. Donc, si vous investissez à long terme, je ne vois pas quelle entreprise est plus long terme que celle-ci. D'accord? L'essentiel ici, c'est d'être bien géré et de ne pas avoir une grosse dette. D'accord? Donc, elles sont généralement très gérées. Donc, très bien gérées, par exemple, je pense aux entreprises comme ICE, notamment ça c'est je pense c'est Intercontinental Exchange. Vous avez également le CBOE, CBOE Global Market. Vous avez également il y a un autre qui m'échappe ici, vraiment ça c'est dans les pink sheets, donc j'oublie souvent son nom ici, CCTM si je ne me trompe pas, non, bref, vous avez ces deux là déjà qui ont à peu près les mêmes marges ici. Alors, en tout cas, on pourra aller les étudier parce que ce sont d'excellentes entreprises. Par exemple, vous allez parler des entreprises financières que moi j'aime bien. FactSet, je ne sais pas pourquoi vous allez souvent chercher ailleurs. FactSet, par exemple, notamment pour les recherches, pour ceux qui aiment avoir les données financières. La plupart des données financières ici viennent de FactSet. Vous allez également voir une entreprise comme Thomson Reuters, donc je pense que c'est RTI. Thomson Reuters, donc Thomson Reuters, Thomson Reuters, d'accord? C'est un peu comme comme Bloomberg ici, d'accord? So, vous avez ce genre d'entreprise-là que moi, je cherche à acheter. Ce sont des entreprises, franchement, je les regarde de loin et j'attends le bon prix. Si on me donne un prix correct sur ces entreprises-ci, c'est qui est sûr, je réagis rapidement. Dans tous les cas de figure, ce sont des entreprises que vous pouvez mettre dans vos watchlist et c'est de les étudier présentement. De toutes les façons, elles sont déjà qualitatives et vous-même, vous allez le voir avec leurs chiffres. Donc, on continue ici. Alors, une fois que j'ai mon net income ici, 35%, j'ai le nombre d'actions ici. Le nombre d'actions, est-ce qu'il tend à diminuer ou augmenter? Notamment, elle fait des acquisitions. Donc, sans doute, le net income ici peut avoir tendance à... Le nombre d'actions peut avoir tendance à augmenter, mais c'est temporaire. OK? Parce qu'elle elle lève de la dette et de l'équité pour pouvoir racheter de nouvelles entreprises. Tout simplement parce qu'elle ne veut pas trop s'endetter. Et c'est l'une des stratégies, donc elle vous fait participer. Donc, ici, on prend le nombre d'actions, 107 millions. Donc, il y a une bonne raison derrière, 107 millions. Le PER. Alors, ici, vous allez voir que c'est une entreprise généralement qui va s'échanger avec des PER aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. OK? Rappelez-vous que c'est une entreprise qui a des marges très élevées. Même si la croissance n'est pas élevée, les PER auront tendance à être élevés parce que l'entreprise a de l'avenir. De toutes les façons, que ce soit au niveau de la croissance, elle est indispensable pour la bonne marche, pour la bonne marche des marchés, enfin, pas des marchés financiers, mais en tout ce qui concerne les exchanges, en fait, sur les places boursières, d'accord? Elle est indispensable, son réseau est indispensable, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas passer ailleurs en Europe pour pouvoir avoir accès à certaines actions, ok? Il y a de grandes chances que vous puissiez faire affaire avec elle en Europe de toutes les façons. Alors, on continue ici dans 20 fois les bénéfices, 18 fois, on peut dire 19 fois les bénéfices, ça c'est la médiane. Sur les 10 dernières années, nous avons combien? À peu près 19 fois également. Sur les 5 dernières années, presque 20 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, 21 fois les bénéfices. Donc, je prends 20 fois les bénéfices. La dette nette ici, est-ce que nous avons une dette nette qui augmente ou bien qui diminue? Vous voyez ici que le niveau d'endettement ici a augmenté, d'accord? Mais depuis à peu près 2021, il essaie de diminuer. Donc, on a à peu près 2 milliards en date d'aujourd'hui. Donc, je prends ici, je mets mon 2 milliards de dette nette. Pour les dividendes, on va y revenir. Alors, pour ça, soyez très attentifs, d'accord? 1 milliard 500, ok? 35% de 1 milliard 500, c'est combien? 35% de 1 milliard 500, ça vous donne ici 525 millions. À 20 fois les bénéfices ici, vous avez combien? 10 milliards 500, moins 2 milliards de dette nette, ok, actuelle, ça fait 8 milliards 500. Divisé par le nombre d'actions, 107 millions d'actions, vous avez combien? 79 euros l'action. Donc presque 79,50, on va mettre 79 euros l'action. N'essaye pas d'avoir précisément raison. De toutes les façons, ça pourra changer si la dette diminue, etc. Donc on est à 79 euros l'action. OK?
En date d'aujourd'hui, on cote à combien? 64 euros l'action par là. OK? Soit on se dira que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Également, si on prend en considération la croissance future qui pourrait également arriver, si les analystes ont raison, j'ai bien dit si, faites attention. De toutes les façons, tout ce que je dis ici, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est bien d'avoir les revenus de 1,5 milliard, mais qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? Si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait, vous n'aurez pas confiance par rapport à la cible fixée. D'accord? Moi ici, à peu près, je ne dirais pas que je connais très bien Euronext, mais pour avoir lu des entreprises sur les entreprises comme Intercontinental Exchange et CBOE, ce sont des entreprises que j'aime bien et font à peu près la même chose ici. So, leur problème généralement, c'est le volume. Ils ont généralement des revenus ici qui sont très très liés au volume. Donc généralement, quand les volumes ne sont pas élevés, il y a un impact négatif sur la compagnie ici, mais c'est à court terme. Donc elles essayent d'avoir des revenus assez récurrents. Mais ça n'empêche pas que voilà, je ne dirais pas que c'est cyclique, mais voilà, ça semble aller dans ce sens-là, mais c'est pas trop, mais c'est cyclique avec des marges assez élevées. Elles ont un certain pricing power, il faut également le dire. Donc, ici, les années s'attendent à avoir en 2026 1 milliard 700. 35% de 1 milliard 700. Je ne prends même pas le 40% attendu, je prends 37% de 1 milliard 500 à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici. Disons que la dette nette ici, disons que ça fait 12 milliards, ça nous fait 10 milliards ici. Disais pas le nombre d'actions actuelles qui aura sans doute tendance à diminuer également. On sera aux alentours de 93 euros l'action. D'accord? 93 euros l'action divisé par 64 euros ici, on a à peu près 46%, 46% ici, 1,25 ici, ça revient ici à peu près une moyenne de 10% annuellement. OK? Donc, ce que je dirais, c'est qu'actuellement, l'entreprise, le prix actuel commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Idéalement, c'est une entreprise que j'aimerais avoir. Je dis bien idéalement. OK? J'ai bien dit idéalement. D'accord? Donc, c'est une entreprise ici, si je devais la prendre, voilà. Donc, 79 euros, ça m'intéresse déjà. OK? Mais maintenant, on aime toujours avoir une décote supplémentaire parce que ce qui va arriver ici, avec la période actuelle, vous allez sans doute manquer de cash pour pouvoir bénéficier de toutes les opportunités qui vous auront autour de vous. Donc, concentrez-vous uniquement sur la qualité et recherchez la qualité à très très bon prix. Parce que sans doute, ça sera la dernière fois, ça sera l'une des dernières fois où vous allez pouvoir voir ce genre d'entreprise à ce prix-là. D'accord? Donc, faites très attention à vos prix d'achat. D'accord? C'est très important. Donc, idéalement, ici, c'est une entreprise que je vais commencer à regarder aux alentours des 50 euros par là. Est-ce que ça va arriver à 50 euros? Je ne sais pas. Évidemment, on parle de dividendes ici. Si l'entreprise, en date d'aujourd'hui, par exemple, a des free cash flow sur les 12 derniers mois aux alentours de combien? Donc, on va aller voir ici, free cash flow. Alors, sur les 12 derniers mois, elle a des free cash flow aux alentours de 760 millions. D'accord? Moi, j'ai pris ici une moyenne de 525. Elle a des free cash flow de 760 millions. Si elle vous donne la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, ici, vous aurez 8,56% de rendement. Mais le problème est de savoir est-ce que ces free cash flow-là sont durables ou pas. De toutes les façons, vous voyez ici que les free cash flow ici ont tendance à augmenter année après année. Donc, si on se fie juste au free cash flow actuel, on se dira que nous avons une opportunité d'investissement. Okay? Si on se fie également au net income actuel, on se dira que nous avons également une opportunité d'investissement. Mais moi, je suis toujours assez prudent. Je ne suis pas en train de vous dire que le prix actuel n'est pas bon du tout. D'accord? Je suis très difficile en affaires. D'accord? Je n'achète pas beaucoup, donc généralement, si je peux avoir un meilleur deal, j'achète. Si je ne peux pas, j'attends. Je patiente clairement parce que mon capital est limité. Donc, je ne vais pas m'amuser à aller acheter la première entreprise qui me semble avoir un prix assez correct ici. Mais dans tous les cas de figure, l'analyse que je fais ici, voilà, c'est pas pour acheter l'entreprise demain matin. Parce que maintenant, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Parce que quand vous comprenez ce qu'une entreprise fait, en période difficile, vous êtes plus calme. Parce que les autres se limitent énormément aux chiffres. Sans savoir que généralement, quand on vous donne les chiffres, en fait, ça représente l'évolution de l'entreprise jusqu'à une période passée. Or, nous sommes déjà sur la période actuelle et on pense à la période future. Okay? C'est pour ça qu'on prend en jonc généralement entre l'estimation des analystes, parce que les analystes travaillent, ils suivent au jour le jour ces différentes entreprises-là. Mais quand vous n'avez pas des analystes qui suivent les entreprises ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez déjà comprendre ce que l'entreprise fait de toutes les façons. Même s'il y a des analystes, vous devez comprendre ce que l'entreprise fait. Donc, il faut pouvoir, parce que votre rôle, c'est d'anticiper les choses. Ici, les opérateurs de marché peuvent être très, très pessimistes à court terme, et pour vous, ça sera une opportunité d'investissement, ou très, très optimistes à court terme, et pour vous, ça sera peut-être le moyen de vous débarrasser de certaines actions, ou bien de ne pas acheter du tout. D'accord? Vous avez souvent sans doute remarqué ici, c'est très rare que je dise qu'une entreprise m'intéresse. D'accord? Et quand bien même elle m'intéresse, généralement, c'est correct, mais sans plus. Parce que le prix n'est juste pas intéressant. Très peu d'entreprises, j'étais très excité pour vous dire, ah ouais, opportunité d'investissement. Mais ça ne veut pas dire que si on achète aujourd'hui, demain vous allez commencer à gagner de l'argent. Non, pas du tout. Ici, quand tu prends une décision d'achat, sois certain que tu peux garder cette entreprise pendant 5 ans. Si tu ne peux pas le faire, n'essaye même pas d'acheter cette entreprise pour un mois ou une minute.
Parce que tu es avant tout un investisseur. Ce n'est pas une chaîne de traders ici. D'accord? Donc, je ne connais pas la spéculation. Donc, c'est pour ça qu'on vise toujours les entreprises à long terme et on se base généralement sur le passé. Si une entreprise a un passif assez correct, sans doute, il y a de grandes chances que le futur soit assez correct. D'accord? Mais si vous arrivez sur une entreprise comme IBM, qui a un passif assez correct, sans savoir que présentement IBM fait face à certaines difficultés, même si elle est en train de résoudre certaines difficultés, même si elle a assez de cash présentement pour résoudre ces difficultés-là, mais vous devez savoir qu'il y a des nuages gris à l'horizon. Maintenant, il faut savoir, par rapport à vos compréhensions de l'entreprise, est-ce que ces nuages gris sont durables ou pas? Parfois, c'est facile, parfois, ce n'est pas du tout. OK? Donc, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow ici en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 8%. Admettons qu'on prend la moyenne ici qui était de, voilà, on avait 1,5 milliard, 35% ici de marge bénéficiaire ici. On se retrouve ici aux alentours de 525 millions divisé ici par la capitalisation boursière actuelle. Ça nous donne ici un rendement de 7%. Ce qui me fait dire que ce n'est pas si mauvais que ça. D'accord? Surtout que quand on achète l'entreprise à 20 fois les bénéfices ici, quand vous l'achetez à 20 fois les bénéfices, c'est que vous demandez un rendement ici de 5%. Donc, c'est-à-dire, je vous ai déjà montré comment on le fait. Vous faites 100 divisé par 20. Donc, ça va ici, ça vous donne ici à peu près, voilà, une croissance dépendamment de comment le marché peut pricer. Ça, si le marché price l'entreprise ici sans prendre en considération la dette, c'est qu'il a l'habitude de faire ici, vous aurez 1,5 milliard ici. Donc, vous n'avez pas 1,5 milliard, mais vous aurez un 50% de croissance ici. Donc, je dirais que ça commence à être intéressant au prix actuel. Si ça vous intéresse, on y va en petite dose. 1% ou 2%. Mais de toutes les façons, c'est une très belle entreprise. Si vous arrivez à l'avoir, je ne dirais même pas si vous arrivez à l'avoir un bon prix, parce que voilà, la croissance de 2% ou 4% peut durer sur les 10 prochaines années. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Généralement, on est très limité par rapport à ce qu'on pourrait voir dans le futur. C'est pour ça qu'investir dans la croissance, c'est compliqué. On se base avant tout sur ce qu'on a ici aujourd'hui. OK? Donc, nous avons une opportunité d'investissement ici. D'accord? Nous avons une opportunité d'investissement. Maintenant, creuser. Il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Ça ne veut pas dire on achète. D'accord? Nous avons une opportunité. Maintenant, il faut creuser pour avoir une compréhension générale. Mais qu'est-ce qu'elle fait réellement? Comment est-ce qu'elle peut se comporter en telle période? D'où proviennent ses revenus? Par rapport à quoi ces revenus-là sont? Par rapport à quoi? Pourquoi est-ce que les clients nous choisissent plutôt qu'un concurrent? Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce qu'il n'y a pas de concurrents? Elle a généralement un monopole dans la plupart de ses opérations. Donc, vous voyez qu'ici, on ne s'inquiète pas pour le futur. Donc, au niveau du dividende, nous avons un dividende ici de 3%. Alors, donc je vous ai dit ici que si on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, ici aujourd'hui, la moyenne des free cash flow, qui sont de 525 millions, alors que les free cash flow actuels sont de 760 millions, vous aurez à peu près un rendement de 7%. D'accord? Donc, vous voyez ici que, par exemple, si on prend ici le dividend per share ici, donc on a un dividende ici de combien? On va prendre les 12 derniers mois ici pour être plus facile. Nous voyons ici que ce n'est pas une entreprise qui a l'habitude de distribuer un dividende stable et croissant dans le temps. Okay. Vous voyez que depuis qu'elle est cotée ici, oui, elle a distribué un dividende, mais parfois ce dividende-là a eu tendance à baisser. Mais il faut également voir que le nombre d'actions a augmenté et elle n'a peut-être pas changé son dividende ici. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette baisse-ci. Mais ici, elle a augmenté son dividende. De toute façon, il y a de grandes chances qu'elle augmente son dividende et qu'elle rachète ses actions. Donc, je ne m'inquiète même pas par rapport à ça. Parce que l'objectif du management, avant tout, c'est la croissance. Mais une croissance ici avec une dette gérée tout en gardant des marges assez stables. Avec ça ici, je dors tranquille. Mais maintenant, il faut voir si le management exécute. OK? So, pour Ronex ici, on va se dire que le dividende est safe, très safe même. D'accord? Comme d'habitude, moi, quand j'investis dans une compagnie qui verse un dividende, je me dis toujours, s'il coupe un dividende, est-ce que ça va me déranger? Je dirais non, pas du tout, ça ne me dérange pas. Surtout si c'est pour des bonnes raisons. Actuellement, ici, il n'y a aucune raison de couper le dividende actuel. Mais s'ils coupent un dividende, par exemple, parce qu'ils veulent faire une autre, par exemple, imaginez qu'ils veulent faire l'acquisition ici de Intercontinental Exchange et que je sais que ça demande du capital, mais que les deux réunis, ça peut faire une entreprise extrêmement difficile à battre, d'accord, à long terme, même si actuellement c'est déjà une entreprise extrêmement difficile à battre à long terme. So, je me dirais que, ok, je peux participer au IPO, pas au IPO, mais à la transaction. Si on émet de nouvelles actions, je pourrais acheter de nouvelles actions ici, tout en regardant, par exemple, combien est-ce que ça va nous rapporter, quelles sont les marges estimées, les revenus, etc. Mais n'oubliez surtout pas qu'à chaque fois qu'on fait une acquisition, on est très optimiste. Il ne faut pas se retrouver dans un nouvel Atos ici. C'est pour ça que c'est important de lire avant d'investir. Okay? C'est ça l'avantage compétitif. Faites attention aux chiffres. Je parle beaucoup de chiffres, mais toujours, je vous dis une chose, faites attention aux chiffres. Les chiffres peuvent vous faire dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut souvent garder un certain calme ici. Regardez les chiffres sur une longue période de temps et tout en connaissant à peu près comment est-ce que l'industrie fonctionne. Parce que quand vous allez aller dans l'industrie, par exemple, de l'acier, vous allez vous rendre compte qu'on gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui. Quand vous allez aller dans l'industrie, par exemple, ceux qui transportent les containers là, donc dans le secteur maritime, vous allez vous rendre compte qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Pourtant, ce sont
les pièges de valeur. On évite les pièges de valeur au maximum. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Euronext ici, valorisation sur aux alentours des 79 € ici. Donc, on a ici le dividende ici, il est safe, il pourra aller plus haut que ça. On a sans doute une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Donc, vous pouvez commencer à faire vos recherches pour approfondir sur cette compagnie ici. De toutes les façons, ici, 84 €, 79 €, c'est le minimum ici qu'on pourrait attendre si les revenus restent stables. S'ils augmentent leurs revenus, etc., on pourrait avoir plus que ça. OK? Ça reste une entreprise extrêmement bien gérée et vous pourrez le voir ici de vous-même. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.